Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va poursuivre le chapitre 2, le dernier volet du chapitre 2 concernant l'écosystème et les biozoonoses essentiellement. Donc si je vous rappelle ce qu'on a vu dernièrement lorsqu'on a étudié l'écosystème, donc avant cette séance on a fait 2 séances de TD et ces séances de TD sont relatives au fonctionnement de l'écosystème et traitent des 2 thèmes majeurs, à savoir les interactions homotypiques et les interactions hétérotypiques, les différents cas on a les observés, et le deuxième volet qui traitait l'interprétation et l'explication de la chaîne trophique et des réseaux alimentaires, essentiellement qui est la base du fonctionnement des écosystèmes. Aujourd'hui on va traiter les autres cas de l'écosystème qu'on avait déjà vu la séance précédente à la fin du cours, essentiellement qui est à savoir le biotope, l'habitat, l'écotone et les collines, essentiellement. Donc je commence par le biotope et l'habitat, essentiellement, comme vous voyez là. Le biotope, comme j'ai rappelé autrefois, c'est la zone ou des conditions environnementales uniformes offrant des ressources de vie à un ensemble d'animaux et de plantes qui forment ce qu'on appelle une communauté, essentiellement. Et par conséquent, c'est un thème très utilisé par les communautés scientifiques. Et parfois, elle est associée à l'habitat, comme un synonyme du terme habitat, couramment utilisé par les pays anglophones. Mais cependant, ce sont 2 termes qui sont distingués. Le biotope constitue un support physique. Ce support physique peut être vivant, donc de nature vivante, comme un arbre par exemple, comme vous voyez sur ce slide, ou une plante, où existent des oiseaux qui nichent, ou bien des insectes essentiellement, ou des champignons parfois. Donc je peux avoir cette catégorie-là, ou bien un support non vivant, inanimé, comme le cas par exemple du sol, ou bien de l'eau de mer, ou de l'eau de rivière, essentiellement, ou bien même de l'air, qui est un biotope pour les oiseaux et les insectes volants, pour les volailles essentiellement. Quant à l'habitat, c'est aussi une zone de conditions environnementales uniformes, mais qui offre des ressources de vie, non pas pour la communauté, mais pour la population espèce. Une population espèce, donc il est réservé à la population espèce. C'est une notion qui est très liée à celle de la niche écologique. Autrement dit, vous savez que chaque espèce elle a sa propre niche, et chaque population, par conséquent, elle a sa propre niche. Et cette niche écologique, c'est lié à l'habitat de l'espèce. Autrement dit, si je résume cette notion-là, le sujet d'un biotope, c'est toujours une biocénose ou une communauté biologique formée de plusieurs espèces. Par contre, le sujet d'un habitat, c'est toujours une population espèce essentiellement. Comme vous voyez sur ce slide, vous avez un biotope qui est l'arbre. Et il y a plusieurs espèces. Vous avez la chouette, le loriot, la rapace, les pics, les citelles essentiellement. Vous avez sur un arbuste de petite taille les mésanges charbonnières, les passereaux. Et sur l'arbuste de toute petite taille, vous avez toujours des passereaux, les rouges-gorges et la fauvette, comme vous voyez là, essentiellement. Donc vous avez un biotope qui peut abriter plusieurs habitats à différents niveaux des arbres qu'on a. Donc là, c'est un biotope vivant. Comme je peux donner par exemple l'exemple d'un milieu marin où il y a des espèces qui constituent essentiellement, soit donc un lac. Par exemple, vous avez là aussi une prairie marine de Posidonie. Alors Posidonie, c'est un graminé marin, une espèce végétale marine, qui forme des prairies, et ces prairies constituent un habitat favorable de ces espèces essentiellement. Un autre exemple d'échelle d'écosystème, c'est l'écotone et les collines. L'écotone, c'est aussi un écosystème en fait, mais qui est un écosystème de passage. Un écosystème de passage entre 2 écosystèmes, essentiellement. Il marque une barrière, une sorte de barrière, non pas une barrière non commune, mais une barrière communiquant entre 2 écosystèmes qui sont très approchés. C'est une zone de passage, par exemple, entre la savane et la forêt, entre une plaine alluviale, comme vous voyez là, et une zone inondable, et entre un milieu marin et les eaux douces. Vous avez plusieurs exemples d'écotones qu'on connaît et qu'on va les voir lorsqu'on va parler un petit peu des biomes. C'est le cas des deltas, des estuaires, des zones intertidales, des mangroves ou des roselières et des étangs. Alors, comme vous voyez là, on a ici un étang. Et entre un étang, il y a le milieu purement aquatique, que vous voyez là, c'est l'écosystème 2. Il y a le purement terrestre, essentiellement, c'est l'écosystème 1, l'Inde écosystème. Mais entre ces 2 écosystèmes, il y a un milieu palustre, qui est l'écosystème de transition,
et des marécages constituent ce qu'on appelle un écotone. La même chose si je prends le cas des deltas des rivières essentiellement. Donc ce sont des écotones ou bien des estuaires. Donc l'écotone, il est très riche du point de vue biodiversité parce qu'il peut englober aussi bien les espèces qui viennent du milieu aquatique que les espèces qui viennent du milieu terrestre. Et par conséquent, sa biodiversité et sa richesse, elle est assez importante. Mais il a des rôles écologiques aussi très fondamentaux, tels que être régulateur de flux, de matière et d'énergie et des échanges entre les deux écosystèmes qui se trouvent à côté. Donc, il a plus ou moins un grand rôle entre les deux écosystèmes bordants. Dans le deuxième cas, c'est le cas de l'écoline. Et comme vous voyez là, ici, on a un seul écosystème, qui est l'écosystème marine aquatique, au marin, essentiellement, et que vous voyez, il y a une stratification dans cet écosystème aquatique. Donc, autrement dit, l'écoline, c'est une ligne de variation de l'environnement physico-chimique, c'est-à-dire des paramètres physico-chimiques dépendant d'un ou deux facteurs abiotiques déterminant la condition de vie pour les espèces qui y vivent. Bien sûr, je prends par exemple, on peut avoir une variation de température, et dans ce cas, je parle d'une thermocline, ou bien d'une variation de salinité, où je parle de l'allocline, ou bien une variation de chimique, et je parle de chymocline. Ainsi, cette chymocline, et comme vous voyez sur ce slide, la figure que vous avez devant vous, vous avez la thermocline, variation de la température, et vous avez cette bande-là, entre les 200 mètres de profondeur et 1000 mètres de profondeur, une variation de température. Regardez là, la température elle est constante, puis elle bascule, et puis elle devient constante vers la profondeur. Donc cette ligne de variation, elle constitue une thermocline. Et c'est pour la salinité, l'allocline, aussi on a la même chose, une variation. Ici, pour la densité, on a une pycnocline, la densité de l'eau qui va varier entre la surface et la profondeur. Et cette ligne de variation, elle constitue l'écoline. Bien sûr, parfois, on peut associer un écotone à un écoline lorsqu'il matérialise le gradient physico-chimique associé à cette variation de population aussi. Donc, dans ce cas-là, je peux avoir cette situation. Donc, j'ai une question de réflexion, distinguer l'écotone de l'écoline sur ces images. Donc, il se peut que j'aurai cette variation. Comment on peut distinguer? Bien sûr, il suffit de prendre en considération les connaissances que je viens d'avancer. Donc, un autre volet dans cet grand chapitre de l'écosystème, ce sont les grands cycles biogéochimiques essentiellement. À savoir, ce sont des cycles de matière essentiellement, et ce qui matérialise le mouvement circulaire d'éléments chimiques entre les grands réservoirs de la planète, qui sont la biosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. Et entre ces grands réservoirs, il y a de la matière qui circule à travers les éléments chimiques. Bien sûr, les principaux cycles biochimiques, on ne va pas traiter tous les types, mais on voit les grands cycles, à savoir celui de l'eau, du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du soufre et des métaux essentiellement. Bien sûr, les cycles peuvent être endogènes, internaires, au niveau de la lithosphère essentiellement, qui impliquent les roches, etc., ou bien exogènes, à la surface de la planète ou à la surface de la Terre essentiellement. Cette circulation d'éléments chimiques permet de réguler à l'échelle de la biosphère ce qu'on appelle la stabilité de la biosphère, essentiellement ce qu'on appelle aussi l'homéostasie, qu'on va voir à la fin de ce chapitre, bien sûr. Donc, l'interface entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère, elle est, regardez, elle est parsemée de cycles de matière, comme vous voyez, mais cette interface biosphère, sous-sol, hydrosphère, atmosphère, les flux de matière et d'énergie qui circulent sont des flux qui sont liés au cycle biogéochimique circulant en permanence. Vous voyez là le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, les fertilisants essentiellement. Et ces cycles, comme vous voyez, ils peuvent être perturbés par l'action de l'homme. Autrement dit, l'anthroposphère va jouer et qu'on va voir, lorsqu'on va traiter chaque cycle, on va voir les perturbations anthropiques. C'est-à-dire en ajoutant les fertilisants minéraux, on va impacter le cycle de phosphate. En ajoutant le pesticide, on va aussi impacter le cycle de l'azote.
ou bien en introduisant des composés organiques de synthèse, par exemple certains types organiques de synthèse, des hydrocarbures par exemple, ou bien en introduisant des éléments métalliques de trace, les ETM, le cadmium, le cobalt, etc. On va aussi impacter ainsi que les éléments radioactifs. Donc ce sont des éléments qu'on va essayer de voir après lorsqu'on va traiter les cycles biogéochimiques entre les différents réservoirs de la planète Terre. Et je rappelle encore l'atmosphère, l'hydrosphère, lithosphère et la biosphère, en incluant l'influence de l'anthroposphère, bien sûr. Donc le premier cycle à distinguer, c'est celui de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau joue un rôle important. Très important parce que l'eau est capable même de faire circuler ou de faire véhiculer d'autres éléments chimiques qui peuvent être solubles dans l'eau et par conséquent, il va participer lui aussi dans la circulation. On va voir aussi bien celui de carbone que de l'azote, que de soufre par exemple, ils peuvent circuler à l'aide de l'eau. On peut avoir des cycles marins et des cycles terrestres essentiellement. Le cycle de l'eau, ce qu'on appelle le cycle hydrologique, c'est un cycle annuel, donc qui peut résumer sur toute l'année. Il peut avoir 65% des précipitations qui arrivent sur Terre, essentiellement, vont s'évaporer, et 24% ils ruissellent, et alors que 11% uniquement, ils vont s'infiltrer vers les nappes souterraines, essentiellement. Le cycle de l'eau, il peut être externe et il peut être interne. Sur la phase externe, comme vous voyez là, les principales phases, c'est l'évaporation qui se fait d'un milieu physique, l'évaporation qu'il ne faut pas confondre avec l'évapotranspiration c'est l'évaporation à partir des organismes. Comme vous voyez, l'évapotranspiration, ce sont les arbres et les animaux qui vont évaporer de l'eau, alors que l'évaporation, c'est le milieu physique, c'est l'eau essentiellement. Donc on a l'évaporation, l'évapotranspiration, la condensation qui va se faire en atmosphère, et puis le transfert, et puis la précipitation qui peut se faire soit sous forme de pluie, soit sous forme de neige qu'on appelle enneigement, et puis par suite on va avoir un ruissellement. Ce ruissellement, c'est ce qu'on appelle la phase externe observable du cycle de l'eau. Il y a aussi la phase interne non observable qui se fait à l'intérieur de la lithosphère au niveau de l'océan. C'est l'infiltration, l'écoulement cétoral, ce qu'on appelle le percolement, ou le percolement essentiellement, la percolation et l'écoulement souterrain qui va donner des nappes phréatiques, etc. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau. Donc à savoir, ce sont des phases principales. Donc il y a un cycle externe qui est observable, il y a un cycle interne non observable, donc qui permet de réaliser ce cycle, boucler le cycle de l'eau. Le cycle du carbone, deuxième cas, c'est un cycle très important du fait que le carbone, c'est l'élément chimique qu'on peut trouver partout, chez les vivants et les non-vivants, c'est-à-dire au niveau du marin, au niveau de la lithosphère, au niveau même de l'atmosphère, sous forme du gaz carbonique ou sous forme de méthane, essentiellement, on peut le trouver de différentes manières. L'élément, le composé phare, le composé important dans le cycle du carbone, c'est le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Et comme vous voyez là, on a un cycle marin et un cycle terrestre. Donc ce cycle, il est associé plus ou moins à celui de l'oxygène, qu'on va revoir plus tard. Donc il y a dégagement de carbone. Mais il y a deux phases qui caractérisent le cycle de carbone qu'on va revoir. C'est celle de la photosynthèse et de la respiration. Donc la respiration, il va donner du carbone. La photosynthèse, il va consommer du carbone. Mais en fait, ce qui se passe, comme vous voyez, le CO2, il y a deux principales sources naturelles de CO2. Ça veut dire que ceux qui vont donner du CO2, vous avez la végétation la nuit, ils donnent du CO2, et les océans lorsqu'ils sont chauds. Et les deux principaux puits de CO2, ceux qui vont absorber le CO2, sont donc la végétation le jour et les océans lorsqu'ils sont froids, tout simplement. Donc, les quatre principaux réservoirs de CO2, du carbone, ce sont des immenses réservoirs du carbone. Alors, à savoir, le grand réservoir qui existe sur la planète, c'est la lithosphère. Il peut arriver à stocker entre 30 et 80 millions de gigatonnes de carbone. Regardez, on va revoir ça plus tard. Sous forme de roches carbonatées, on a environ 7 à 10 millions de roches carbonatées, en forme de carbone, ou de matière
organique sous forme de pétrole, de charbon ou de gaz fossile, tels que les gaz. L'hydrosphère, quant à elle, elle peut stocker environ 39 100 gigatonnes de carbone, se forme généralement de CO2. Par contre, l'atmosphère et la biosphère, ce sont ce qu'on appelle des petits réservoirs du carbone. Essentiellement, le premier stocke 750 gigatonnes, le deuxième, environ la biosphère, environ 2000 gigatonnes, ce qu'on va voir dans le slide suivant. Comme vous voyez là, les quantités en gigatonnes du carbone, de CO2 généralement. Donc vous avez, pour le cycle du carbone, on a vu qu'il y a un cycle marin et un cycle terrestre, mais aussi il y a un cycle court, il y a un cycle long. Bien sûr, pour le carbone organique, il y a aussi le carbone anorganique. Donc le cycle court, c'est le cycle classique, donc, qui est géré par le couple photosynthèse-respiration. Bien sûr, vous savez que ce couple-là assure la conversion du carbone anorganique, du CO2 en carbone organique, grâce à la photosynthèse. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va prendre? Le carbone minéral, il va l'utiliser pour synthétiser le carbone organique sous forme de matière organique ou de carbohydrate essentiellement. Et inversement, le carbone minéral ou de la matière organique sera transformé en carbone minéral sous forme lors de la respiration. C'est-à-dire la respiration va donner du CO2. Donc le processus de photosynthèse, le processus de la respiration, très important, ce sont des éléments qui vont jouer sur cet aspect-là. Et il y a un autre processus qu'on va ajouter, c'est celui de la fermentation ou de la décomposition qui est utilisé essentiellement par les micro-organismes. Alors ces micro-organismes sont deux groupes. Il y a ceux qui sont aérobies, qui utilisent l'oxygène libre pour donner, grâce à leur métabolisme du gaz carbonique essentiellement. Il y a ceux qui travaillent dans le milieu anoxique sans l'oxygène, c'est-à-dire les bactéries anaérobiques, et qui vont décomposer la matière organique en processus de fermentation produisant du CO2 et du méthane. Vous voyez là, il y a du méthane qui arrive aussi, le CH4. Vous avez ici 10 gigatons qui vont arriver avec un pourcentage de 0,5% pour les 10 millions de carbone qui est stocké au niveau des roches sédimentaires. Donc, cette fermentation va nous donner, en plus du CO2, il va nous donner aussi du méthane. Bien sûr, le méthane, c'est un composé qui a un effet de serre très fort, 20 fois plus que celui du gaz carbonique. Ça, c'est le cycle court. C'est le cycle classique qu'on connaît généralement, que je peux refléter aussi sur le slide de tout à l'heure. Voilà, donc c'est le cycle court que vous avez ici, qui implique la photosynthèse et la respiration, ainsi que la fermentation au niveau de la matière. Le cycle long, c'est un cycle de carbone organique, mais c'est un cycle qui se fait à des échelles très longues pour des processus géologiques qui agissent, bien sûr, sur des roches, en les transformant en combustible fossile pour l'altération essentiellement. Le flux de carbone relié à ces processus sont faibles. En revanche, les réservoirs sont immenses. Vous avez 30 millions de tonnes essentiellement, approximativement. Donc ça dépend des cycles essentiellement, parce que là, plusieurs auteurs ils avancent des chiffres en fonction des études réalisées essentiellement. Donc le cycle terrestre est particulièrement complexe du fait des divers échanges entre les océans, les roches, les matières vivantes et l'atmosphère essentiellement. Donc c'est un cycle, regardez, le schéma est plus ou moins similaire, mais il est beaucoup plus complexe au niveau terrestre qu'au niveau marin. Ce cycle de carbone il peut être altéré ou perturbé, bien sûr. Il peut être altéré ou perturbé comme on a vu au début. On a vu que l'anthroposphère peut influencer l'apport de certains comparses grâce à l'activité humaine. Donc l'activité humaine, elle a un effet perturbateur et en même temps amplificateur. Il peut augmenter la quantité de CO2. Regardez là, comme vous voyez ce schéma est plus ou moins explique. On a un stock de 600 gigatons, donc on peut avoir, donc, en plus de l'émission des activités des volcans, etc., qui est de l'ordre de 0,1%, on peut avoir une activité beaucoup plus importante qui va amplifier, si vous voulez, la quantité qu'on a vu tout à l'heure de 500 gigatons à plus de 780 au niveau de l'atmosphère. Donc il y a 3,2
gigatonnes de plus lorsqu'on a l'activité humaine qui est introduite. Donc il y a aussi qui va plus ou moins perturber. Donc l'activité humaine, c'est l'agro-industrie qui va influencer le cycle naturel, l'industrie minière, l'industrie chimique, etc. Ils vont plus ou moins perturber et amplifier, c'est-à-dire amplifier, augmenter le flux de CO2 dans l'atmosphère essentiellement. Donc ça, les stocks de carbone vont aussi varier d'année en année selon l'intensité et la charge de l'activité humaine. Ce qui est certain, ce qui est la deuxième moitié du XXe siècle, n'a cessé d'augmenter. Donc actuellement, on parle de changement climatique, d'effets de serre, etc. Tous ces éléments viennent de cette amplification et de cette perturbation. C'est pour cela actuellement on dit qu'il faut diminuer l'émission de CO2 à l'échelle planétaire. Le cycle de l'oxygène, troisième cas du cycle biogéochimique, c'est un cycle qui est, comme vous voyez là, il est indissociable de celui du carbone. Parce que les deux processus utilisent de l'oxygène, qui sont, vous vous rappelez bien le cycle court, la photosynthèse et la respiration. Donc, ces deux éléments qui utilisent l'oxygène atmosphérique vont aussi participer dans ce cycle. Il y a aussi le cycle terrestre et le cycle marin qui sont, c'est le même cycle qu'on a vu tout à l'heure pour le carbone, sauf que pour l'oxygène, les flux d'oxygène peuvent varier selon l'activité photosynthétique au niveau de la biosphère essentiellement et aussi au niveau de la lithosphère lorsqu'on a une oxydation assez intense à la surface de la planète. Donc, l'oxygène joue un rôle régulateur essentiellement au niveau de l'océan, donc, et par conséquent, il peut influencer aussi le climat. Et comme vous voyez là, les principaux flous sur ce slide, représentés en gigamoles par an, et comme vous voyez, donc, il y a donc l'apport le plus important, c'est celui de la biosphère, bien sûr, grâce au processus de photosynthèse et celui de la respiration. Donc, ce qu'il faut essayer de retenir ici, c'est que le cycle de l'oxygène, il est indissociable à celui du carbone grâce aux deux processus qui régulent les deux types d'éléments chimiques qui sont la photosynthèse et la respiration. Bien sûr, le cycle de l'oxygène, il a un rôle important dans la formation de l'ozone. Donc, c'est l'impact anthropique qui est mis en jeu. Vous savez que l'ozone, c'est une molécule d'oxygène triatomique, essentiellement 3 atomes d'oxygène, qui forment l'ozone. Et c'est un composé qui est néfaste pour la santé, mais en même temps, il joue un rôle important sur la préservation de la vie à la surface de la Terre. Parce que l'ozone, comme vous voyez là, il forme une sorte de couche, vous voyez, c'est une couche d'ozone. Et cette couche d'ozone, elle est indispensable pour freiner la pénétration des rayons ultraviolets qui sont des rayons ionisants capables de provoquer des maladies, d'exterminer certains types d'organismes et même de provoquer des cancers essentiellement. Comme vous voyez, le cycle de l'ozone-oxygène, c'est un cycle qui a la capacité d'absorber le rayonnement ayant une grande longueur d'onde, que les rayons UVC et UVB, et permet de décomposer, donner une grande énergie. Et comme vous voyez, la particularité, c'est que l'ozone peut s'associer naturellement au niveau de la stratosphère, à des composés d'émissions chlorofluorocarbone, essentiellement les CFC, essentiellement, ou des halogènes, qui sont capables d'appauvrir la couche d'ozone et de créer ce qu'on appelle le trou d'ozone, qui est très actuellement signalé, et par conséquent, ce trou d'ozone permet de déséquilibrer cette couche. Comme vous voyez là, il y a un trou d'ozone, cette couche qui va permettre la pénétration des rayons ultraviolets, par conséquent, impacter la basse atmosphère essentiellement. Donc c'est ce qu'on appelle l'impact anthropique ou l'anthroposphère au niveau du cycle de l'oxygène. Le cycle de l'azote. Alors, vous savez que l'azote, avec le phosphore, il constitue deux éléments fertilisants importants dans le cycle des éléments chimiques. Le cycle de l'azote, là aussi on a un cycle marin et un cycle terrestre. C'est un cycle très important parce que l'azote, c'est un composé qu'on peut trouver dans les protéines, dans les acides nucléiques, dans plusieurs composés. Essentiellement, c'est une fonction amine qu'on peut trouver partout. Mais les molécules les prépondérantes dans ce cycle, c'est le diazote, ou l'azote atomique, moléculaire, pardon,
le nitrate, le NO3, les nitrites, le NO2 et l'ammoniac, le NH4. Donc bien sûr, l'azote gazeux se forme diatomique, ce qu'on appelle le diazote, et le premier en importance parce qu'il peut former au niveau 78% du composé gazeux de l'atmosphère. Donc c'est un composé très riche au niveau de l'atmosphère. Donc il peut être véhiculé par différents types de processus qu'on va résumer dans ce schéma essentiellement. Le processus de recyclage de l'azote, vous avez la fixation de l'azote diatomique, c'est la réaction chimique typique qui va nous donner l'ammonium et le gaz carbonique essentiellement, ou bien la nitrification qui est la phase inverse qui permet de libérer les nitrites et les nitrates à partir de l'ammonium, et la dénitrification qui permet de redonner l'azote, la dénitrification, à partir des nitrates essentiellement, ou parfois même des nitrites, essentiellement c'est la réaction type. Généralement, les réactions de dénitrification ou de nitrification, ce sont des réactions qui se font au niveau, par exemple, de la lithosphère, au niveau du sol, et grâce à un processus bactériologique. Vous avez par exemple l'ammonification, il y a des bactéries nitrifiantes, des bactéries fixatrices de l'azote au niveau du sol, et ces bactéries vont plus ou moins reconvertir la matière organique, l'azote organique, en azote minéral qui sera, vous voyez là, assimilé par les racines et être utilisé par la plante lors du processus de la photosynthèse essentiellement. Donc c'est un processus assez important. L'azote, c'est un élément fertilisant, comme vous le connaissez bien, donc c'est un élément fertilisant, sous forme de l'ammoniac ou de nitrate d'ammonium, et son excédent, il peut créer ce qu'on appelle le processus d'eutrophisation qu'on va revoir lorsqu'on va voir le cycle du phosphore essentiellement. Voilà le cycle du phosphore. Donc c'est plus ou moins, c'est aussi un élément fertilisant. La caractéristique du cycle du phosphore, c'est qu'il n'y a pas de forme gazeuse, il n'y a pas de forme vapeur du phosphore. Donc il n'existe pas le cycle, du phosphore, il n'a pas de forme gazeuse essentiellement. Il n'y a que la forme soluble essentiellement. Le phosphore, il existe essentiellement sous la forme phosphate. C'est un élément très important qui participe les cellules nerveuses, ou le tissu nerveux, le squelette des vertébrés, les acides nucléiques essentiellement, les phospholipides, les coenzymes essentiellement, et aussi dans le stockage de l'énergie cellulaire qui est l'ATP ou bien l'ADP. Donc c'est un élément très important. Là aussi on distingue le cycle terrestre et le cycle aquatique. Le cycle terrestre, c'est un cycle qui est essentiellement dominé par le phosphate tricalcique, ce qu'on appelle le CA3PO4,2, donc, et on le trouve partout. Il est absorbé par les plantes, donc c'est et cette circulation sous forme d'ion phosphate peut se présenter de différentes formes, essentiellement. Là, on voit que ce cycle peut avoir aussi un impact anthropique. Un impact anthropique. Cet impact anthropique, il peut influencer, si vous voulez, les apports, comme vous voyez là, les apports de fertilisants, etc. Il peut impacter le cycle du phosphore au niveau de la lithosphère, au niveau du sol, essentiellement, parce qu'il y a les excréments, soit des animaux, soit des excréments, des déjections humaines aussi, qui vont perturber l'apport de phosphore. Donc il se trouve sous forme d'orthophosphate. Donc un excédent peut créer le phénomène de l'eutrophisation. Donc le phénomène, c'est là l'enrichissement en matière organique du milieu et l'approvisionnement en oxygène, c'est-à-dire tendance vers un système d'anoxie vers de l'écosystème. Donc ce qu'on va expliquer dans le slide suivant. Donc l'eutrophisation, qui est le processus par lequel les nutriments vont s'accumuler, aussi bien le phosphore que l'azote, essentiellement, l'azote, il va jouer un rôle dans la pollution eutrophisante. Donc il s'agit d'une hyperfertilisation du milieu, et par conséquent, il va augmenter la production du phytoplancton et du zooplancton, induisant ce qu'on connaît par le phénomène du bloom. Ce bloom, donc, il y a une pullulation du plancton, et cette pullulation du plancton va permettre d'absorber beaucoup d'oxygène, et les bactéries vont aussi se pulluler, et cette demande accrue d'oxygène
va diminuer son stock dans le milieu. Il devient rare, ce qu'on va tendre vers une anoxie du milieu. Comme vous voyez là, donc un milieu eutrophe, c'est un milieu pauvre en oxygène, généralement chaud. Il est envahi de végétaux et les espèces d'animaux vont mourir parce qu'ils n'auront plus. C'est pour cela qu'on voit parfois au niveau de certaines rivières et de certains lacs, il y a la mort de plusieurs poissons, plusieurs animaux qui vivent dans ce lac ou dans cette rivière. C'est dû essentiellement à un phénomène d'anoxie, à une eutrophisation, c'est-à-dire à une accumulation des fertilisants qui sont, à savoir le phosphore et ou bien de l'azote. Comme vous voyez, donc l'accumulation de ces phosphores dans les eaux superficielles va créer ce phénomène d'eutrophisation. Le cycle du soufre. Le cycle du soufre, c'est un cycle assez pertinent. Donc le soufre peut se trouver sous forme de sulfate ou de sulfure essentiellement. Et là, il a principalement deux grandes phases, la phase aérobie et anaérobie. Et là aussi, les bactéries vont jouer au niveau de la lithosphère. La lithosphère. Il peut délibérer le composé organique sulfuré dans l'atmosphère. Et par conséquent, les ions sulfures vont circuler à travers l'atmosphère et la lithosphère essentiellement. Et comme vous voyez là, ces phases-là peuvent se résumer en trois grandes étapes, à savoir la minéralisation du soufre organique en soufre anorganique, c'est-à-dire le passage du sulfate vers les sulfures, essentiellement, ou bien l'oxydation, essentiellement, c'est l'inverse, qui va permettre de passer de sulfure vers les sulfates, essentiellement, et sont les réactifs les plus connus, et qui vont permettre, ou bien la réduction des sulfates en sulfure, c'est plus ou moins la minéralisation, et puis l'immobilisation microbienne de ces composés, lorsqu'on a participation des bactéries du soufre ou des bactéries sulfurisantes qui vont associer ce processus d'oxydoréduction. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est que le sulfate peuvent aussi participer dans ces mécanismes-là et peut être déméthylé essentiellement, comme vous voyez sur ce cycle, et peut contribuer à la formation des pluies acides lorsqu'il y a un excès de sulfate au niveau de l'atmosphère, ou bien de sulfite lorsqu'il s'agit de SO2 essentiellement, et ce sulfate peut être aussi véhiculé par des apports du volcanisme ou bien par les apports d'activité humaine. Par l'apport d'activité humaine. On voit ici toujours l'impact de l'anthroposphère essentiellement. Dernier élément de figure, c'est le cycle des métaux. Alors les métaux, on distingue des métaux importants, qui sont des métaux les plus utilisés, tels que le fer, le zinc, l'aluminium, le nickel, essentiellement. Par contre, il y a des métaux qui sont des métaux lourds, qu'on appelle des métaux lourds. Ce sont des métaux toxiques, donc qui peuvent influencer les cycles de la matière, essentiellement. Ces métaux lourds, ou ce qu'on appelle aussi les éléments traces métalliques, les ETM, essentiellement, ce sont des métaux qui sont capables d'avoir une grande biodisponibilité et une disponibilité et s'introduire dans le cycle de plusieurs composés. Alors ici, parmi les métaux lourds qui sont sujets de ces études sont assez plus volatiles, tels que le plomb, le cadmium, l'arsenic ou le mercure, et qui, en extrayant des métaux réservoirs, peuvent s'injecter aussi dans l'atmosphère, qu'il ne faut pas confondre avec les métaux qui sont de qualité, tels que le cuivre, le zinc, le fer, l'aluminium, essentiellement, ou bien le manganèse. Donc, l'exemple que vous avez devant vous sur cela, c'est celui du mercure. Alors, le mercure, c'est un ETM, donc qui peut influencer les organismes et créer des pathologies diverses, aussi bien chez les animaux que chez l'être humain lorsqu'il est assimilé par le processus de ce qu'on appelle la bioconcentration ou la bioaccumulation dans la chaîne trophique. Le cycle de mercure, comme vous voyez, donc là, elle est émise dans l'atmosphère, soit par la pollution industrielle, soit parfois même par les ressources, par les émissions volcaniques. Il va se sédimenter et peut créer un composé déméthylé ou méthylé, le méthylmercure, comme vous voyez là, le MEHG essentiellement. Et ce méthylmercure, lui aussi, va
se déverser et effectuer deux types de principaux de composés, à savoir le mercure organique, essentiellement, avec une réaction d'oxydation, d'oxydoréduction assez élevée, qui sera oxydée en valence plus élevée et former ce qu'on appelle la forme élémentaire du mercure, ou la forme la plus réactive, qui est le Hg2+. Donc ce mercure, il est très toxique, ils peuvent créer des cancers, etc. Donc ça implique les ETM qu'il ne faut pas confondre avec les métaux assez importants. Tous ces cycles qu'on vient de voir, ils ont, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la séance, qu'ils ont une interaction entre les différents cycles, comme vous voyez sur ce slide. Donc cette interaction, on voit de l'oxygène, l'azote, le carbone, donc il y a à partir d'un ensemble de processus qui peuvent, tels que la fermentation, la photosynthèse, la transpiration, la fixation biologique du sol, la dénitrification aérobique, la dénitrification anaérobique, l'assimilation au niveau des racines, tous ces éléments-là peuvent jouer un rôle dans la connexion entre les différents cycles que vous voyez ici. Et par conséquent, ces interconnexions que vous voyez, comme j'ai signalé au début, elles créent une régulation au niveau de la biosphère. Et cette régulation, appelée au terme d'homéostasie, je l'ai déjà signalé, cette homéostasie assure la stabilité de la biosphère. Elle assure cette stabilité de la biosphère et en même temps, elle confère à la biosphère une grande plasticité. Et cette plasticité, ce qu'on appelait au début, lorsqu'on a traité le chapitre de la biosphère, on a parlé de l'autocatalité. C'est-à-dire qu'il est capable, autocatalytique. Il est capable de s'autoréguler et de réagir à l'environnement. Comme vous voyez là, tous les cycles interagissent et par conséquent, grâce à cette interaction, on peut avoir une grande capacité de régulation et par conséquent une stabilité. Cette capacité de régulation, je répète encore, s'appelle homéostasie de la biosphère. Et cette homéostasie, ça permet la régulation et ces réactions, la grande plasticité de la biosphère. Comme ça, je termine le chapitre de la deuxième chapitre et on verra par la suite le troisième chapitre, à savoir celui des biomes, qui va plus ou moins clore la partie de cette première partie du cours d'écologie générale. Merci de votre attention.